Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine et en cette semaine spéciale littérature engagée, notre dossier du jour sera consacré à l'impact des femmes écrivains. Au sommaire également, la majorité présidentielle congolaise sort de sa réserve. Elle qualifie d'injustifiées les sanctions décidées par l'Union européenne contre 9 personnalités du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, le général Sékou Touré a entamé ce mercredi une tournée dans les casernes militaires de l'intérieur du pays. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation. Avec nous sur ce plateau pour en parler, une invitée, Madame Laurence Dong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante, chercheuse, auteure du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Avec nous également notre éditorialiste Malik Achar. Bonsoir Malik. Bonsoir Jadjela, un plaisir d'être avec vous ce soir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, c'est l'info du jour. Deux jours après l'annonce des sanctions contre des hauts fonctionnaires de la République démocratique du Congo par l'Union européenne, la majorité présidentielle réagit. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, dénonce des mesures injustifiées. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. On en parle juste après. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle, par le biais d'Aubin Minakou, a réagi aux sanctions décidées par l'Union européenne contre 9 personnalités de la RDC. L'Union européenne accuse des hauts dignitaires de la majorité d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Des sanctions individuelles ont été infligées à ces responsables de l'appareil sécuritaire. Ces sanctions portent notamment sur l'interdiction de voyager dans l'Union européenne et le gel des avoirs. On accuse un ministre qui est chargé de rétablir l'ordre public dans un pays, dans un contexte où les miliciens ont décapité près de 40 policiers, dans un contexte où près de 100 policiers et militaires ont succombé, dans un contexte où il y a eu quelques centaines d'assassinats, de massacres. Et sans une enquête approfondie, on accuse un ministre d'avoir planifié et redonné un usage disproportionné de la force. C'est inacceptable pour nous, de la majorité présidentielle. À noter que ces sanctions ont été prises lundi 29 mai 2017 par le Conseil européen en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en 2016. La réaction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, intervient 2 jours après la sortie de l'Union européenne. Parmi les 9 responsables sanctionnés figure Kalev Mutondo, directeur de l'Agence nationale du renseignement, Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Jean-Claude Kazembe Moussonda, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Alex Kandé Mupompa, gouverneur du Kasaï central. Pour nous, la démarche n'est pas positive. Les accusations sont superficielles et cela ne favorise pas la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par les Congolais, à savoir organiser les élections dans le délai. Pour rappel, depuis septembre 2016, la région du Kasaï au centre du pays est secouée par la rébellion Kamuna Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Selon les Nations Unies, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes. Alors tout d'abord Malik, que sait-on des personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne ? Le reportage l'a très bien dit, ce sont des personnes qui ont occupé des postes clés au sein du gouvernement dirigé par le président Kabila. Ce sont des personnes qui étaient en poste lors des révoltes dans la région de Kasaï en RDC. Donc ces personnes-là, elles sont visées parce qu'elles sont accusées justement, je dirais, d'atteinte aux droits de l'homme et justement de sévices commis envers la population. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'il y a un manque de transparence immense. On regrette toujours ces relations asymétriques entre une organisation occidentale, l'Union européenne, et les pays africains. On parfois, je dirais, s'énerve ou on ne comprend pas les décisions d'une institution européenne, par exemple, vis-à-vis de l'Afrique. Là, une condamnation en l'occurrence. Mais la RDC se tire un peu une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'il y a un manque de transparence, il n'y a pas une enquête efficiente qui a été menée et il n'y a pas eu des décisions adéquates pour résoudre cette problématique-là. Et puis, l'instabilité politique fait qu'il y a une spirale dangereuse qui est en train de se mettre en place en RDC. Donc, d'où cette problématique qui se pose, le flou qui entoure encore cette affaire et la nécessité peut-être pour l'Union européenne de réagir et d'avoir
avoir une position qui peut être respectable. Mais ce sont à nos pays africains d'être beaucoup plus vigilants sur la manière dont on mène les enquêtes dans les pays. Alors bien évidemment, pour la majorité présidentielle congolaise, ces accusations sont infondées. On a entendu dans le reportage son secrétaire général parler d'accusations superficielles. Madame, donc, qu'en pensez-vous? Comme le disait Malik, comment ils vont prouver que les accusations sont superficielles puisqu'il n'y a pas d'enquête? Eux-mêmes, ils sont illégitimement et illégalement au pouvoir. Monsieur Kabila ne devrait plus être au pouvoir depuis le 19 décembre 2016. Il s'y maintient par la force. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans la région du Kasaï, les massacres n'ont pas cessé. Tout à l'heure, le reportage parlait de 400 morts, d'1,27 million personnes déplacées. Mais comment dans un pays comme ça, où les droits de l'homme sont violés régulièrement, où depuis 22 ans, dans les deux provinces du Sud et Nord Kivu, c'est toujours la guerre. L'instabilité qu'eux-mêmes créent et entretiennent dans leur pays fait qu'aujourd'hui, ils perdent en crédibilité. Et c'est dommage, une fois de plus, que ce soit l'Union européenne, une institution occidentale, qui vienne quelque part à la rescousse des populations. Parce que l'Union européenne prend des sanctions parce qu'il y a violation des droits humains. Ils ne peuvent pas nier ces violations des droits humains. Alors certains accusent l'Union européenne de vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un argument que vous comprenez? La question que je vais poser, c'est qu'est-ce que la République démocratique du Congo est d'abord stable? On veut la déstabiliser comme si elle était stable. Elle ne l'est pas. La République démocratique du Congo n'est pas stable depuis plus de 20 ans. Et M. Kabila, qui se maintient au pouvoir par la force, de façon illégale, alors qu'il y est depuis 2001 en violation de sa propre constitution, comment veut-il attirer le respect? Il n'a pas réussi à stabiliser le pays. On a une rébellion aujourd'hui dans le Kasaï. Pourquoi on a la rébellion? Mais parce que les autorités en place ne respectent pas les institutions, ne respectent pas les droits humains, ne respectent pas la souveraineté des peuples. Et donc les peuples sont poussés dans leur dernier retranchement. Certains se sentent obligés de prendre des armes, même si je ne le justifie pas, je ne crois pas à la violence. Mais les populations aujourd'hui sont à bout. Vous imaginez 22 ans de guerre, un pays riche comme la RDC, où la misère est criarde parce qu'on a une oligarchie qui s'enrichit de façon illicite à la tête du pays. Non, la RDC n'est pas stable. Et elle n'est pas stable à cause de la malgouvernance de ceux qui sont là. Et l'Union européenne est obligée encore une fois de s'en mêler parce que les dirigeants sont incompétents. Alors Malik, comment expliquer l'incapacité du gouvernement congolais à rétablir la sécurité finalement? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Il y a un problème, je dirais, de décentralisation surtout qui est pesant sur ce pays depuis longtemps. Mais le problème, c'est, on parlait de légitimité, je pense que c'est très important. La légitimité, quand elle se perd, vous ne pouvez plus contrôler raisonnablement un pays. C'est-à-dire que si le président Joseph Kabila quitte le pouvoir aujourd'hui, vous pensez que les choses sur le plan sécuritaire vont s'améliorer? Je vous dis que ça fait un certain moment que cette légitimité a été perdue. Et dès lors que vous perdez cette légitimité, vous favorisez l'instabilité. Bien évidemment, on est arrivé à un point de non-retour. Ça ne veut pas dire que demain, si Kabila part, tout va aller bien en RDC, tout va se stabiliser. Au contraire, il peut y avoir encore des dysfonctionnements, des déstabilisations, parce qu'il peut aussi y avoir des déstabilisations externes. Mais ce n'est pas d'un revers de main qu'on arrivera à stabiliser la situation dans ce pays. Mais sur le plan politique, il faut assainir une situation qui n'a que trop duré. Donc dès lors qu'on assainit une situation sur le plan politique, la route est très longue, mais autant la commencer maintenant. Madame, donc je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. Effectivement, la situation en RDC, comme dans plusieurs autres pays africains, est compliquée. Mais ce qui complique le plus les choses, c'est vraiment cette illégitimité de nos pouvoirs. Et dans mon livre, Gabon, pourquoi j'accuse, je pose justement la question de cette illégitimité de nos chefs d'État. Et je pense que l'illégitimité et le mépris parfois dont jouissent les Africains, notamment en Occident, on parle beaucoup d'afrophobie en ce moment, mais ce mépris vient aussi du fait que ceux qui nous dirigent sont illégitimes. Ils sont eux-mêmes illégaux à la tête de nos pays. Et donc, qui va respecter un peuple dont les dirigeants eux-mêmes sont illégitimes, c'est-à-dire on ne peut pas les respecter, irrespectables. Donc comment on va faire? Et donc cette question-là est primordiale. C'est trop facile de dire si Kabila part, les choses ne changeront pas. Non, mais qu'il parte d'abord, c'est le début du changement. Donc le départ de ces présidents qui se maintiennent par la force, c'est déjà le début du changement. On ne peut rien amorcer tant qu'on a ces présidents illégitimes et donc qui ne peuvent plus absolument rien gérer. Alors très rapidement, Malik, juste avant l'annonce de ces sanctions de l'Union européenne, le gouvernement congolais s'était dit prêt à réagir à quoi
peut-on s'attendre dans les prochains jours? Je ne sais pas, peut-être des retorsions diplomatiques ou justement une cessation sur une certaine coopération. Mais vous savez, les relations entre l'Union européenne et la RDC sont tellement exécrables en ce moment que je ne vois pas où on peut accentuer le problème entre le pays et cette organisation. Malheureusement, je crois que la RDC s'est déjà isolée sur le plan international bien avant. Vous savez qu'elle a eu des mauvaises relations avec les États-Unis, bien que vous savez, je ne suis pas forcément d'accord avec les prises de position parfois des pays occidentaux vis-à-vis de certains pays africains, mais la RDC s'est déjà isolée depuis un certain moment. Merci Malik pour toutes ces précisions. En Côte d'Ivoire, ce mercredi 31 mai 2017 marque le délai de dépôt des armes demandées par le chef d'état-major général des armées, le général Sékou Touré. Ce dernier a d'ailleurs entamé à cette occasion une tournée de sensibilisation dans les casernes militaires de l'intérieur du pays. Les détails avec Marcel Farba Marouna. Fin, mercredi 31 mai, en Côte d'Ivoire, du délai de rigueur de dépôt des armes. Les militaires qui détiendraient des armes ne relevant pas de leur dotation et basés dans les casernes de l'intérieur du pays, à savoir celles d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo, ont été invités à les déposer. L'appel a été lancé par le chef d'état-major général des armées, le général de division Sékou Touré. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. Le général de division Sékou Touré ne compte pas s'arrêter là. En effet, ce mercredi 31 mai 2017 marque également le début d'une tournée. D'après le chef du bureau Information Presse des armées par intérim, celle-ci consiste à sensibiliser les militaires 2 semaines après les mouvements d'humeur de certains d'entre eux dans plusieurs casernes du pays. Aussi, le général Sékou Touré va inviter les troupes stationnées dans les garnisons de Korogo, Bouaké, Daloa et San Pedro à la cohésion et à la fraternité d'armes. Il faut peut-être faire un audit du DDR, donc du processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion des ex-combattants, parce qu'au constat, c'est que la situation est assez inquiétante. Donc, ce audit-là nous permettra justement de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de désarmement et s'il y a des corrections à faire. Parce que nous pensons que le DDR est assez capital pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire et pour son développement à long terme. Le chef d'état-major général des armées sera d'abord accueilli par les 3e et 4e régions militaires du pays que sont respectivement Bouaké et Korogo. La tournée prendra fin jeudi 1er juin 2017 par la visite de Daloa, 2e région militaire, et San Pedro, le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Madame, donc, le général Sékou Touré a donc entamé ce mercredi une tournée dans les casernes des militaires ivoiriens. Quel est selon vous le ton qui doit être donné après la récente mutinerie ? Alors, pour moi, la situation est quand même ubuesque que dans un pays, des militaires puissent se mutiner de la sorte. C'est eux, en fait, qui sont les patrons. Les soldats deviennent les patrons du gouvernement, les patrons du président de la République. On voit bien que le gouvernement ivoirien est très affaibli par cette affaire de mutinerie. Et ça pose encore les problèmes de légitimité. Pourquoi ces miliciens, pourquoi ces soldats se sentent aussi forts? Parce que ce sont des anciens miliciens, ils savent ce qu'ils ont fait pour que certains arrivent là où ils sont. Donc, ils se sentent suffisamment forts pour aujourd'hui faire, entre parenthèses, chanter le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas dû un petit peu au fait que le gouvernement ivoirien ait accepté dans un premier temps des négociations? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dès la première mutinerie par exemple, faire preuve de fermeté? Ça aurait été difficile de faire preuve de fermeté parce que dans cette affaire, on nous dit qu'on a découvert une cache d'armes, encore, appartenant aux miliciens, parce que c'est ce qui fait reculer le gouvernement ivoirien. Ils ont pour la deuxième mutinerie, ils ont fait des menaces, ils ont utilisé un langage martial, mais les mutins ne se sont pas rentrés dans leur cabane parce que les mutins estiment qu'ils sont dans leur bon droit. Ils réclament un argent qui leur était dû. On devait leur payer, je crois, 12 millions de francs CFA, 18 millions, ils en ont payé 5, il en manquait encore. Donc ils sont dans leur bon droit et ils ont des armes. Et moi, je pense qu'en dehors des armes, ils ont aussi des informations, ils ont de quoi faire chanter ceux qui les gouvernent. Et c'est dommage parce que quand on voit bien, on se rend compte qu'en fait, le gouvernement n'a vraiment pas la même mise sur l'armée. Donc, ils donneront le temps, peut-être qu'il faudra, mais je trouve que c'est quand même compliqué dans un État qu'on en arrive à ce point dans l'armée. Malik, qu'en pensez-vous ?
Je suis en partie d'accord, mais je suis plutôt de cet avis que le gouvernement a manqué de fermeté. La première fois que j'avais dit ça, on m'a dit bon, écoutez, on leur aura pas versé leur salaire quand même, ils doivent avoir leur salaire, c'est légitime, d'accord, très bien, s'il y a eu un accord dans ce sens. Quoique ça reste encore flou, vous savez, la question des salaires, certains disent que oui, le gouvernement l'a proposé, d'autres qui disent effectivement ça n'a pas été signé, enfin, ça reste quand même flou. Mais il y a deux fautes. La première faute, c'est celle du gouvernement, effectivement, qui a manqué de fermeté face à ces mutineries, parce que là, on met en instabilité un pays. Mais deuxièmement, le gouvernement n'a pas fait preuve, je dirais, d'intenses négociations. Il n'a pas poursuivi ces négociations avec les mutins. Alors, je pense qu'il y avait une possibilité de conciliation qui aurait pu être très rapide et qui aurait pu éviter encore ce genre de problème qui affecte la Côte d'Ivoire. Et puis, cette population civile qui est très impactée dans le centre du pays, parce que cette population civile ne peut pas vaquer à ses occupations comme à l'ordinaire. Et ce qui est dommageable, c'est que nous avons un État qui, justement, on a l'impression qu'il est affaibli, qu'il a du mal à réinstaurer cette autorité. Et donc, il faudrait se poser la question sur la réorganisation de l'armée. Mais dès lors qu'on touche à la réorganisation de l'armée, on soulève un point d'interrogation, on soulève des questions qui peuvent justement amener à une fracture encore une nouvelle fois en Côte d'Ivoire. Justement, parlons-en de cette armée. On a l'impression, effectivement, qu'il y a une fracture au sein de cette armée. D'aucuns pensent que cela est dû à l'intégration des forces nouvelles, qui sera encore fidèle à Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a une dualité au sein de l'armée ivoirienne? Ça demanderait un débat d'experts. Je n'ai pas la prétention de le dire, mais malheureusement, il semble que plusieurs courants traversent cette armée. Et c'est l'unité de l'armée ivoirienne qui est véritablement en question aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autorité, il faut la respecter, c'est celle du gouvernement. Mais autant, il faut que ce gouvernement soit crédible et qu'il affirme cette autorité. Parce que si vous avez des mutineries de cette sorte, c'est-à-dire qu'il n'a pas les réseaux nécessaires pour permettre la stabilisation, la sécurité à travers tout le territoire. Et pourtant, ô combien cette autorité, le gouvernement et Alassane Ouattara, est entièrement légitime. Ce qui pose aussi la question de la réinsertion de certains rebelles au sein des armées. Madame Dong, est-ce que ça fonctionne toujours finalement? Est-ce que c'est forcément une bonne idée? Les miliciens, c'est toujours un problème. C'est pour ça que dans un pays, il est mieux que l'on ne prenne jamais les armes, qu'il n'y ait jamais eu de rébellion. C'est ce qui est mieux, c'est l'idéal. Parce qu'une fois qu'on a pris les armes, les réconciliations sont souvent très, très, très compliquées. Parce que comment le ministre de la Défense ivoirienne justifie le fait que finalement, ils ont accédé à la revendication des miliciens en leur payant en fait des primes. C'était des primes. Il dit qu'à l'époque, les militaires pro-Gbagbo avaient reçu de l'argent, donc il était normal que l'on paye maintenant les autres militaires qui à l'époque étaient miliciens et qui n'étaient pas de Gbagbo. Donc on voit bien que ces questions qu'il y avait avant la guerre, ces fractions rivales, se retrouvent encore en rivalité dans l'armée. Donc il faut bien réfléchir sur la question de l'insertion, bien négocier tout à la base, comme le disait Malik, et non pas laisser des points non abordés, des points non élucidés, parce que ces points non élucidés finissent toujours par rattraper, par nous rattraper à un moment donné. Donc il faut qu'on revoie les choses, mais vraiment dès le départ, quand on négocie la réconciliation et le mélange des milices à l'armée régulière. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.